Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler pierre aujourd'hui, c'est pas très souvent qu'on en parle sur la chaîne, mais je me suis dit qu'il était temps de pallier un petit peu à cette lacune. Et comme vous savez que j'aime beaucoup tordre le cou aux idées reçues, et bien aujourd'hui, on va tordre le cou à certaines idées reçues sur les pierres. On va faire un petit jeu de vrai ou faux, et on va voir ce qu'on peut en dire, et voir si toutes les idées reçues que l'on a à propos des pierres sont justifiées ou pas. Alors c'est parti, je vous ai préparé je ne sais plus combien d'idées reçues. Je suis un peu à côté de la plaque comme d'habitude. Sommes-nous surpris? Non, bah non, on n'est pas surpris. On sait qu'ici les vidéos ne sont pas préparées, qu'il n'y a pas de script, qu'il n'y a pas de montage. Voilà, ça fait partie du folklore, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, première affirmation. Plus une pierre est grande, plus elle est puissante. Ah ouais, parce que la taille, ça compte. Alors l'idée paraît logique, effectivement. Plus une pierre va avoir je voulais dire grosse et grande, je dis grandes dimensions, plus elle va posséder de matière, du coup, et donc plus elle va être efficace. Non? Bah non. On vous le dit bien, hein, pourtant, hein, que c'est pas toujours la taille qui compte. Vous voyez, c'est pas toujours hypocrite. C'est pas toujours une fausse excuse, non, pas toujours. En ce qui concerne les pierres, en fait, c'est très très vrai. En réalité, un petit fragment de pierre, il possède exactement la même énergie qu'un gros fragment de pierre, parce qu'en fait, l'énergie ne vient pas de la taille de la pierre, elle vient de la structure cristalline, en réalité. C'est l'agencement des molécules et de l'anatomie, on va dire, des cristaux, de leur organisation à un stade microscopique, qui est responsable, en fait, de l'énergie du minéral. C'est ça qui va déterminer la circulation de l'énergie au travers de la structure. Alors, si on veut prendre un exemple concret pour mieux comprendre comment ça marche, on va essayer d'imaginer l'énergie comme un courant d'air. On voit tous ce que c'est qu'un courant d'air. Alors, à l'image de l'air à l'intérieur d'une maison, eh bien, l'énergie au sein d'une structure, elle va être plus ou moins mobile. Donc, si j'ai une pièce qui est hermétiquement fermée, bah, mon air va être presque immobile, on est d'accord. Tandis que si j'ai une pièce avec des fenêtres et des portes grandes ouvertes, et qui donnent sur l'extérieur, et qui sont opposés les uns et les unes aux autres, parce que pierre et porte et fenêtre, c'est féminin, dans les deux cas, bref. L'air va être tellement agité qu'il va être capable de claquer les portes et les fenêtres. On est bien d'accord. Et là, en l'occurrence, eh bien, la taille de ma maison n'influe absolument pas dans ce phénomène-là. Je peux avoir une immense maison, un grand château de 2000 pièces, les effets du courant d'air vont être les mêmes que si je suis dans un studio étudiant de 15 mètres carrés, on est d'accord. Alors, la disposition, évidemment, ça va dépendre essentiellement de la disposition des ouvertures, de l'endroit où elles se placent les unes aux autres, puisque l'air, en fait, il va remplir tout l'espace disponible. Il s'en fiche, en fait, que ce soit grand ou que ce soit petit. La seule variante que je vais avoir, c'est le temps que ça va mettre. Les portes vont claquer aussi fort, mais elles vont claquer beaucoup plus vite dans une petite pièce, puisque l'air va parcourir l'espace plus rapidement, puisque l'air a une vitesse, que dans un grand château, on est d'accord. Mais sinon, eh bien, le résultat sera le même. Eh bien, figurez-vous que pour l'énergie, c'est exactement la même chose. Certaines structures cristallines vont mettre en mouvement plus ou moins intensément et plus ou moins rapidement l'énergie qui est à l'intérieur. Elles vont influer aussi sur son mode de déplacement et la taille ne va avoir aucune influence sur l'intensité du phénomène. Elle aura une influence, comme dans notre exemple sur les courants d'air, que sur sa rapidité. En gros, on va sentir l'énergie passer plus vite dans une petite pierre que dans une grande, mais au niveau intensité, ce sera exactement la même chose. C'est juste le facteur temporel, en fait, qui va nous faire croire qu'il y a une différence, puisque quand l'énergie va passer plus doucement, on va avoir plus de temps pour la percevoir, là, plus loin, percevoir, et ça va nous paraître plus important. Mais c'est une illusion de perception en réalité. Si vous voulez, c'est un petit peu la même chose avec nos yeux. Je vais toucher mes lunettes, parce que on va dire que mes lunettes sont mes yeux. Hein. Quand on a des lunettes de cette taille, on se doute bien que, voilà, hein. C'est ça, mes véritables yeux, vous avez compris. Mais si, par exemple, vous voyez deux voitures identiques vous passer sous les yeux, s'il y en a une qui passe très vite et une qui passe beaucoup plus lentement, eh ben vous aurez l'impression que la voiture qui passe lentement, elle était plus grosse que celle qui est passée vite. Alors qu'en fait, non. Donc,
La taille ne va avoir absolument aucune influence dans la puissance d'une pierre. Cela dit, étant donné qu'on perçoit l'énergie plus facilement dans une grande pierre que dans une petite, parce qu'elle passe plus doucement, eh bien quelquefois il est plus facile de travailler avec un grand cristal puisqu'on a plus de temps pour sentir et saisir l'énergie. Mais ça c'est une question de perception et c'est quelque chose qui s'atténue avec le temps et avec le travail qu'on peut faire sur notre perception de l'énergie. Deuxième chose, il faut purifier les pierres avec du sel. Alors ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de livres où on nous dit mettez les pierres dans le sel ou dans de l'eau salée. Et ça, je pense que tous les amateurs de géologie et de lithothérapie qui sont un minimum renseignés, quand ils voient ça, ils ont de l'urticaire. Alors oui, il y a certaines pierres qui supportent très bien le sel. Supportent. Ça veut pas dire qu'elles aiment ça, dire qu'elles supportent. Il y a beaucoup de pierres en revanche qui vont très mal y réagir. Vraiment très mal. Le sel, il ne faut pas oublier que c'est une substance corrosive. Et ça veut dire que ça ronge, en fait, en particulier les surfaces minérales. Et ça va affaiblir la structure. Ça peut la rendre poreuse, ça peut la rendre blanchâtre, ça peut la rendre friable. Bref, ça peut vraiment abîmer les pierres. Alors, ça ne se verra pas forcément à l'œil nu, ça dépend sur quelle pierre. Alors il y a certaines pierres qui vont se ternir énormément ou qui vont blanchir au contact du sel. Il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus insidieux. Mais si vous mettez vos pierres régulièrement en contact avec du sel, il y en a certaines qui peuvent devenir poreuses et à la longue, ça risque de les rendre friables, fragiles, cassantes. Alors, bon, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, globalement, j'aime pas le sel. Hein. Ni dans mes plats, ni dans ma magie. Hein. Mais alors, c'est vrai que c'est un très bon purificateur, oui. Mais enfin, si vous partez de là, le feu, l'eau de javel et l'acide sulfurique, c'était très bon purificateur aussi, c'est pas une raison pour mettre nos pierres dedans. On est d'accord. C'est souvent très agressif, le sel, et c'est souvent, on en fait un usage démesuré par rapport aux choses qu'on essaye de nettoyer avec. Vous allez quand même pas faire votre vaisselle à l'eau de javel avec un Karcher. On est d'accord. Vous allez pas... je ne sais pas, moi, vous nettoyez le visage avec de l'alcool à 90 degrés. Pourtant, ce sont des nettoyants et des désinfectants. Mais c'est pas adapté à ce que vous êtes en train de nettoyer. Et avec les pierres, c'est la même chose. On essaye de nettoyer avec un nettoyant adapté. Nettoyer systématiquement ces cristaux avec du sel, en gros, c'est que vous allez faire votre toilette quotidienne avec de l'alcool à 90. C'est pas très bon pour la peau. Pas bon du tout. Alors, ça peut se justifier, parfois, de nettoyer des choses avec du sel. On est d'accord. Mais pas tout le temps, et souvent. Un nettoyage beaucoup plus doux, et plus doux ne veut pas dire moins efficace, hein. C'est fou. Ça va suffire, amplement. Pour les pierres non solubles, généralement, on peut utiliser de l'eau de source ou de l'eau courante, ça marche très bien. On peut aussi utiliser du sable, en particulier du sable de plage, qui contient un peu de sel, mais dans des proportions très diluées et qui contient surtout de la silice, qui est une structure cristalline elle aussi, enfin une structure minérale, pardon, elle aussi, qui fait qu'on va envelopper la pierre dans quelque chose qui va lui être beaucoup plus familier, qui va être beaucoup plus doux, mais qui va fonctionner aussi. On peut fonctionner avec des amas cristallins aussi, ou alors la bonne vieille méthode qui m'a préférée, la terre, de laquelle nos pierres sont issues. On va enterrer nos pierres pendant un certain temps, quelques heures à quelques jours en fonction de ce qu'on veut faire, et ça marche très bien aussi. Personnellement, je ne nettoie jamais mes pierres au sel. Jamais. Même les plus sales, même les plus encrassées énergétiquement, jamais. Parfois, j'ai des pierres qui prennent cher, et qui sont très sales, mais même dans ces cas-là, j'enterre. J'enterre dans la terre, et si je ne peux pas, j'ai un bol de sable, et je laisse dans le bol de sable. Et honnêtement, ça marche très bien. Renseignez-vous bien si vous avez vraiment envie d'utiliser du sel sur les quelques pierres qui ne craignent pas le sel, et croyez-moi, il y en a énormément qui craignent le sel, et faites attention, il y en a aussi beaucoup qui craignent l'eau. Il y a certaines pierres qui sont solubles. Hein, la sélénite, si vous la mettez dans un bol d'eau, vous allez avoir un Alka-Seltzer. Pas une très bonne idée. Donc faites attention avec ça et puis soyez raisonnable. On n'a pas forcément, si vous avez utilisé une pierre pour, je sais pas, pour une méditation ou pour un sortilège, vous n'avez pas forcément besoin de la passer au Karcher juste après. Ça peut suffire. Certaines purifications peuvent se faire également par des fumigations, ça marche également. Moi j'aime beaucoup nettoyer avec une purification au copal et à l'hysope.
c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, à vous de voir, on évite bien entendu la sauge blanche et le palo santo, qui participent à la destruction d'une culture et d'un environnement qui est malheureusement déjà fragilisé, donc évitez d'engraisser ce genre de choses-là. Troisième cliché, il ne faut surtout pas nettoyer ces pierres à l'eau du robinet, parce qu'elle est calcaire. Alors oui et non. En fait, là encore, tout va dépendre de la pierre. Alors oui, l'eau du robinet, elle est plus ou moins riche en calcaire et autres substances pas forcément super, en fonction de l'endroit où vous vivez. Cela dit, il ne faut pas oublier que beaucoup de pierres sont composées de j'entends pas, de calcaire, oui. Oui, bah oui. Par conséquent, il y a certaines pierres comme la calcite, l'aragonite, la dolomite, etc., qui sont énormément riches en calcaire et qui du coup vont pas s'offusquer d'en avoir un petit peu plus. Ça va pas les déranger puisqu'elles s'en sont composées. Et il faut pas oublier que l'eau que l'on présente comme la sacro-sainte eau pour tout nettoyer en magie, en sorcellerie, en cuicui, les pralines, l'eau de pluie, elle est aussi profondément, très souvent dégueulasse, parce qu'il y a souvent des produits chimiques, des substances nocives. Il y en a, c'est souvent presque pire que l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, on la passe à l'épuration, l'eau de pluie, non. Sachez que les engrais, les pesticides, les gaz d'échappement, les dioxydes de soufre des usines, les nitrates, etc., ça passe dans l'eau de pluie. Voilà, c'est pas ouf. C'est un cocktail qui est souvent très acide, et nos pierres, elles aiment pas trop l'eau de pluie, souvent. Pas forcément la meilleure eau. Alors, disons que si on veut vraiment choisir une eau, la meilleure eau, c'est l'eau de source. Et ouais. Alors, soit si vous avez la chance merveilleuse d'avoir une source vers chez vous, en faisant attention à ce que cette source ne soit pas elle-même polluée, parce que malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de sources polluées, mais la meilleure de toutes, c'est l'eau en bouteille. Alors oui, c'est beaucoup moins glamour que d'aller prendre la pluie avec ses pierres un jour d'orage, on est bien d'accord? Mais ça marche beaucoup mieux. Là encore, on fait attention à ce que ce soit une eau qui soit relativement équilibrée en oligo-éléments et qui ne soit pas trop riche en certains éléments qui peuvent être gênants. Par exemple, éviter une eau trop riche en magnésium. Le magnésium ne réagit pas toujours très bien avec certaines structures cristallines. On évite d'arroser ses pierres avec de l'épar, pour ne pas citer de marque. Vous avez compris. L'essentiel étant de traiter ces pierres avec le maximum de respect possible. En gros, si l'eau peut passer dans votre corps et lui faire du bien, il y a des chances qu'elle puisse passer sur votre pierre et lui faire du bien aussi. Je ne sais plus où j'en suis. 4 Oui. On charge des cristaux au soleil. Oui et non. Figurez-vous qu'il y a des pierres qui craignent les UV. Elles sont comme nous, elles ont une petite peau délicate. Et la plupart des pierres translucides et transparentes ne vont pas du tout aimer les UV. Les pierres opaques vont généralement le supporter plus ou moins. Je dis bien plus ou moins, c'est toujours une très bonne idée. Et les autres pierres peuvent s'en ressentir méchamment. Il faut savoir que les UV peuvent décolorer ou opacifier les pierres et leur donner un espèce d'aspect un peu voilé, laiteux, qui est pas très joli esthétiquement et qui en plus peut altérer la pierre en profondeur. Donc c'est un petit peu gênant. D'autant qu'il y a des pierres, notamment dans les pierres opaques, qui sont également lunaires. Vous n'allez pas mettre par exemple une pierre de lune noire au soleil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez raison. Alors même si techniquement la pierre de lune noire elle est capable de supporter les UV, à condition de ne pas la laisser toute la journée, énergétiquement ça va pas avoir beaucoup de sens. On est bien d'accord. Même si vous allez me dire oui mais la lumière de la lune c'est la lumière du soleil réfractée. Certes, mais elle est quand même dans une proportion qui est un petit peu différente et dans une symbolique surtout qui est un petit peu différente. Dans la recharge on est surtout dans une idée de symbolique, donc on travaille surtout avec ça. Et en plus, certaines pierres solaires, dans leur essence, comme la citrine, la sardoine, la cornaline, risquent d'être très abîmées par le soleil. Elles sont solaires, certes, mais elles craignent les UV. Alors, la solution pour recharger ces pierres-là, les pierres solaires qui peuvent craindre les UV, ça va être de les exposer à une lumière indirecte, exactement comme vos plantes. C'est-à-dire que même à l'ombre, si vous voyez quelque chose, si vos yeux sont capables de percevoir quelque chose, ça veut dire qu'il y a du soleil. Ça veut dire qu'il y a la lumière solaire qui arrive jusque-là. Le rayonnement solaire, il n'est pas forcément présent directement dans le rayon du soleil qui va tomber sur la pierre et qui va la taper méchamment, en pleine canicule. Là, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'y a pas une once de soleil, parce que le ciel est tout grisouillou. Pourtant, vous me voyez. En plus, je suis jaune aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai avec le jaune en ce moment, bref. Vous me voyez en ce moment.
ben, il y a du soleil, du coup. Ça veut dire que je suis au soleil, même si techniquement, je ne le vois pas. Donc ça suffit pour recharger une énergie en pierre, en fait, de la laisser tout simplement à la lumière du jour. Ça suffit largement. Donc faites attention à ça et ne laissez pas vos pierres, si jamais certaines pierres vous avez envie de les mettre au soleil direct, ne les laissez pas trop longtemps. Laissez-les un quart d'heure, une demi-heure, grand maximum. Ça peut être dangereux. Alors dans ces cas-là, 5, je crois qu'on est à 5. Dans ces cas-là, il faut qu'on recharge à la pleine lune. Oui? Et non. Vous en avez marre, hein? Ouais, je sais. Alors oui, la pleine lune offre une lumière solaire indirecte, détournée, adoucie par la nuit, qui va pas causer de dégâts, hein. Globalement, la lumière de la lune, avant qu'elle cause des dégâts sur vos pierres, il va falloir vous lever tôt, ou tard, ou... Bref, vous avez compris. Cela dit, toutes les pierres n'ont pas forcément apprécié d'être laissées à la pleine lune parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Là encore, si on prend le problème à l'inverse, si on met des pierres solaires à la pleine lune, bah elles vont préférer, une exposition au soleil un peu plus directe, c'est-à-dire à la lumière du jour. Pas directe dans le sens lumière directe, mais sens lumière du jour. Et il y a certaines pierres nocturnes qui, elles, vont préférer une phase différente plutôt que la pleine lune, une phase qui va être un petit peu plus en alignement avec leurs vertus. Par exemple, l'onyx et le jet, qui sont des pierres noires assez profondes, vont plutôt préférer la nouvelle lune. L'obsidienne, elle va plutôt avoir un attrait pour la lune croissante. La tourmaline, elle va plutôt préférer une lune décroissante. Donc à vous de voir en fonction de l'usage et des vertus de la pierre, ce que vous allez choisir comme phase qui va être en affinité avec le but que vous voulez donner à votre cristal. 6e, alors celui-là je crois que c'est mon préféré. Une pierre cassée, elle est inutilisable, c'est fini. Ça, j'y ai cru très longtemps. À vrai dire, une fois, il m'était arrivé un accident. J'ai cassé accidentellement ma Célestine dans une boutique de pierres. Ironie du sort, bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout de suite racheté une Célestine en me disant « Ma Célestine, c'est fini !» Je suis allée enterrer rituellement ma Célestine, tel un oncle mort au bout d'une longue maladie ou d'un accident terrifiant. J'en ai fait le deuil, et je me suis tellement plantée. On a l'habitude, on se plante. Bah oui, on se plante. Chacune de nos pierres, on l'a vu, chaque fragment de pierre possède une structure. Que votre pierre soit cassée, les deux morceaux auront la même structure. Et en plus, réfléchissez 2 minutes. La pierre que vous avez entre les mains, là. Vous avez une pierre, là. Attendez, je vais en prendre une. J'ai une pierre. Allez, j'en ai une. Bon, elle est taillée. J'ai une shungite, juste là. Ma pierre, là, c'est un fragment. C'est déjà une pierre cassée. Les cristaux qu'on possède, on possède jamais le cristal dans son entièreté. On en possède seulement un petit morceau. Donc déjà, notre pierre, qu'on voit comme une pièce unique, c'est déjà un morceau qui a été cassé sur un morceau plus grand. Donc si les cristaux perdaient leur efficacité quand ils étaient cassés, aucune de nos pierres n'aurait d'efficacité, du coup. Et oui. Alors il suffit de se rappeler que les pierres sont des grosses structures imposantes. Si jamais vous voulez vous persuader de ça, je vous invite à aller chercher des photos de la grotte de Naica, Naica, c'est au Mexique. Vous allez voir ce qu'on dit quand on parle de structures cristallines imposantes. Moi, personnellement, ça me met mal à l'aise de voir ça. Je ne sais pas vous. Je vous préviens parce que ça c'est assez... Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction assez bizarre qui va sortir des trucs... Bref, c'est impressionnant, c'est fascinant, mais moi, ça me... Alors, peut-être que je suis seule, peut-être que j'ai un problème, hein, c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Bref. Toujours est-il qu'il faut bien se rappeler qu'aucun des cristaux qu'on possède n'est un cristal entier dans l'essence, à quelques très 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 rares exceptions près. Ils ont tous au moins été séparés de leur roche-mère, ils ont été travaillés, retaillés, polis, roulés, ils ont été en gros très très malmenés dans leur vie. En gros, ce qu'on a entre les mains, c'est un petit tesson cassé, quoi. Du coup, une pierre qu'on casse, c'est jamais qu'une pierre qu'on multiplie. Ma Célestine que j'ai cassée en 2, en fait, elle est passée de 1 à 2. C'est un petit peu comme la division cellulaire, si vous voulez, sauf que là, du coup, c'est une division qui n'était pas très naturelle. Mais bon, l'idée est la même.
Le risque, en fait, il vient surtout du traumatisme, entre guillemets, au niveau des énergies qui ont été très secouées par la casse, puisque si on se rappelle de notre analogie d'une pierre comme une pièce d'une maison dans laquelle il y a de l'air, bah en gros, si je casse ma pierre, ça veut dire que j'ai arraché le toit. Bon, ça pique un peu. Ça pique un peu au niveau de l'énergie, elle va se dire, oula, c'est pas des choses là. Cela dit, il faut savoir que ce traumatisme-là, votre pierre, elle l'a déjà vécu quand elle a été excavée. Elle s'en est remise. Elle peut donc s'en remettre, c'est-à-dire qu'on peut lui reconstruire son toit. C'est possible, ça demande quelques travaux, mais c'est possible. Donc il faut lui laisser le temps en fait de trouver un nouvel équilibre, éventuellement pourquoi pas de la retailler pour lui redonner une forme différente, atténuer le traumatisme ou soigner la plaie entre guillemets si on sent qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Et bientôt l'énergie va circuler de nouveau dedans. Alors elle peut paraître circuler de manière différente puisque la forme générale aura été chamboulée, mais rappelez-vous qu'étant donné que la forme cristalline reste la même, eh bien en réalité c'est une affaire de vitesse, là encore une fois, et non pas d'intensité. Donc le sentiment qu'on a quand on est face à une pierre cassée, à se dire que c'est fini, elle est cassée, eh bien ça vient tout simplement de notre propre perception, de la cassure et du fait qu'on percevait notre pierre comme un tout. Et on a rompu en fait cette harmonie visuelle qui est purement esthétique et on reconnaît plus l'énergie de notre pierre puisque cette énergie pour le moment elle devient un petit peu chaotique pour se remettre de la cassure. Donc ça va nous paraître détruit. Mais si on se rappelle que notre cristal, avant ça, il est passé par des traumatismes bien plus importants qu'une petite cassure, qu'une petite brisure, on faut bien se rappeler qu'il va s'en remettre. Donc, si jamais ça vous arrive, prenez soin de votre cristal traumatisé, mettez-le un peu au repos, offrez-lui un petit peu de vacances, en quelque sorte, et puis surtout apprenez à connaître les nouvelles formes de ce cristal, apprenez à vous familiariser avec, peut-être que ça va vous aider à changer un petit peu votre manière de travailler avec cette pierre, à votre manière de ressentir les énergies à l'intérieur, enfin de ces nouvelles pierres du coup, et vous allez voir que bientôt, vous allez ressentir de nouveau l'énergie qui va circuler dans les deux parties de votre pierre et que vous allez pouvoir de nouveau les utiliser. Donc ne jetez pas vos pierres cassées, ne leur dites pas adieu tout de suite, sauf si vous y teniez en tant que tout et que pour vous c'est un deuil trop important. Mais si c'est une pierre avec laquelle vous pouvez continuer de travailler comme ça, n'hésitez pas à le faire. Ce qui nous amène à notre à la suivante, je sais plus où j'en suis, 7 je crois. Je crois que c'est 7. Une pierre peut mourir. Alors, petit rappel mémo. Qu'est-ce que la mort ? La mort, techniquement, c'est la fin de vie. C'est la fin de la vie. Pour qu'une chose meure, il faut donc qu'elle ait été en vie. Alors, vous allez me dire, attendez, attends Lyra, tu yoyotes de la touffe, les pierres ont une forme de vie. C'est vrai. Il faut savoir que, pour la petite histoire, il y a des biologistes au CERN, en février 2014, je vous mettrai le lien, parce que c'est super intéressant à lire, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de cet article, qui ont démontré que les cristaux ont bel et bien une forme de vie, qu'elles sont vivantes. Cela dit, c'est un système de vie qui est extrêmement différent du nôtre, et extrêmement différent de celui de tous les autres êtres vivants sur cette planète. Les pierres, en fait, elles sont l'accumulation de millions d'années de cellules vivantes. Donc, elles ont une part de vie. Mais cette énormité de durée de vie, on est sur des strates de millions d'années, font qu'on n'a pas du tout le même système vital que dans un organisme vivant, y compris un organisme capable de vivre plusieurs siècles, comme un arbre par exemple. Alors, croire qu'on peut tuer une pierre, parce que c'est souvent ça, quand on dit qu'une pierre est morte, quand j'entends ça, moi j'ai entendu plusieurs fois ça, c'était quelqu'un qui dit « j'ai trop utilisé ma pierre, elle est morte ». Tu l'as depuis combien de temps ta pierre ? 3 ans et demi. D'accord. Elle avait combien ? 240 millions d'années. D'accord. Et tu l'as tuée en 3 ans et demi. Non, Jocelyne, non.
Non, tu n'as pas tué ta pierre en 3 ans et demi. Non. C'est très ambitieux de penser ça. C'est très démesuré. On a quand même une sacrée haute estime de notre ego à se dire on peut tuer une pierre en 3 ans et demi alors qu'elle est là depuis avant les dinosaures. Non, non Jean-Jacques, non, tu ne peux pas tuer ta pierre comme ça. Pensez-y, les pierres elles mettent des milliers, des millions, voire même des milliards d'années à se former. Il y en a qui sont aussi vieilles que la croûte terrestre elle-même, quasiment. Dans un chaos de chaleur, de feu, d'explosion, de séisme, de volcanisme, de réactions chimiques, de métamorphose, d'une violence à faire pâlir Dario Argento. C'est pas un petit rituel de bannissement ou un peu trop de méditation effectué par un petit humain de 2, 3, 4 décennies qui va la maraver. On est bien d'accord, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est non, non. Alors on a cette sensation, de temps en temps, là encore c'est une affaire de perception, parce que certaines de nos actions vont, encore une fois, perturber l'énergie dans la pierre. En gros, on a fait trop de courant d'air dans notre pierre. Donc, en gros, on a fait trop de courant d'air et tout d'un coup, on a fermé les fenêtres. Pouf! Ça bouge plus. C'est mort. Ben non. C'est pas parce que l'air ne bouge pas dans votre maison qu'il n'y a pas d'air. Si jamais vous êtes dans une maison et que vous voyez une flamme de bougie complètement immobile, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'air. Sinon, il n'y aurait pas de flamme de bougie, parce que la bougie, la flamme consomme l'oxygène. Et puis vous ne pourriez pas respirer, en fait, parce que vous avez besoin d'air pour vivre. Donc, il y a de l'air. Seulement, l'air est immobile, et vous ne le sentez pas. Il suffit d'ouvrir une fenêtre, d'en ouvrir une autre en face pour le sentir de nouveau. Et bien avec la pierre, c'est pareil, exactement la même chose. Je suis passée par là, moi aussi. Il y a quelques années, j'ai cru que j'avais tué un de mes grenats. Oui, moi aussi, je me suis crue capable de tuer une pierre. Je l'ai enterrée rituellement. Je l'avais utilisée dans un rituel assez velu. Et je l'ai sortie de mon rituel. Elle avait changé de tête. Elle était terne, elle était triste, elle était lourde, creuse. Je me suis dit, ça y est, c'est mort. Donc, je me suis dit, il va falloir que j'en fasse le deuil de cette pierre. Je l'aimais beaucoup. Le truc, c'est que c'était vraiment une pierre que j'aimais énormément et j'ai pas réussi. C'était une des premières pierres que j'avais eues dans ma petite collection. Je l'avais eue depuis que j'étais toute petite et j'ai pas pu me résoudre à m'en débarrasser, à la jeter ou à l'abandonner. Je l'ai remise dans une boîte et je l'ai laissée. Je l'ai oubliée. Quelques temps plus tard, quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, j'ai racheté un grenat. J'ai un magnifique, un beau grenat dans une boutique et j'ai voulu ranger mon grenat. Du coup, j'ai rouvert la boîte parce que je range mes pierres en fonction de leur couleur et de leur essence. Donc, j'ai rouvert ma boîte à grenat dans lequel il y avait mon grenat mort. Oui, j'en ai fait 3. Pourquoi pas, hein, après tout. Hein, voilà. Et, surprise, en ouvrant ma boîte avec mon grenat mort, et j'en refais 3 parce que je ne respecte rien, et ben mon grenat avait retrouvé son éclat et en plus il était plus joli que le petit nouveau. Voilà. Alors depuis, ils sont colocs, ils s'entendent très très bien, ils se portent très bien, ils sont ensemble, tout va bien. Donc attention quand même à ne pas fantasmer la puissance qu'on a. Hein. On est des êtres destructeurs, ça c'est clair et net, on est capable de faire des très gros dégâts sur la planète, mais enfin il y a des limites quand même. Hein. Donc voilà, l'être humain a 3 petits millions d'années d'existence sur une planète qui en a 4,5 milliards. Voilà, remettons un tout petit peu les choses en perspective et arrêtons de croire qu'on peut tuer les cristaux. 8 ? On est à 8, je crois ? On peut surcharger une pierre. Alors, ça c'est pas complètement faux, pour le coup. Disons que c'est mal dit. Vous vous rappelez de ça, quand les professeurs écrivaient mal dit dans les marges de vos copies, comme vous détestiez ça, vous allez de nouveau détester ça. Alors, comme avant avec l'histoire de faire mourir une pierre, c'est très surestimé de penser que nous, petites choses insignifiantes, vous vous rappelez, petite crotte là depuis 3 millions d'années, on a le pouvoir de surcharger une structure qui est aussi complexe et aussi ancienne que la pierre. Cela dit, on l'a tous senti quand on utilise trop souvent et trop longtemps une pierre, surtout certaines pierres, hein. Il y a des pierres comme l'onyx, l'obsidienne, la malachite, l'opale, etc. Qu'au bout d'un moment, l'énergie... on a l'impression que ça déborde ou que c'est absorbé trop vite et notre pierre, elle a l'air d'être sur le point de faire un burn-out ou de se mettre à siffler comme une bouilloire. Et des fois, elle a des effets très négatifs sur nous-mêmes. Moi, j'ai l'habitude beaucoup de travailler avec l'onyx et je sais que des fois, mes onyx, je les pousse un peu trop. Il y a des moments... je sens que mes onyx, ils en ont marre de ma tronche, très clairement. Mais dire que la pierre est surchargée, ce serait un raccourci assez
assez mal formulée, on va dire. En fait, c'est pas une surcharge, c'est la circulation de l'énergie qu'on perturbe. En gros, on a trop laissé les fenêtres ouvertes, il y a trop de courant d'air. Voilà. Il n'y a pas plus d'air dans la maison que d'habitude, mais il circule trop vite et il claque trop les portes et c'est très désagréable. C'est l'énergie en fait a été suractivée. On ne peut pas surcharger une pierre, mais on peut la suractiver. En gros, on l'a trop fait bouger. C'est un petit peu comme si vous voulez quand, vous voyez, pour reprendre une super encore analogie, vous allez prendre une boisson gazeuse, vous allez la secouer, elle va exploser. C'est pas parce qu'il y a plus de boisson dedans, le volume de la boisson n'a pas changé. C'est simplement que vous avez activé l'énergie à l'intérieur, sous la forme de l'air, pour le coup encore une fois, et que du coup, il a fallu qu'il sorte. Même chose quand on met une bouteille d'eau au frigo, au congélateur, elle gèle, son volume va augmenter. En tout cas, on a l'impression, si on l'a fait de nouveau dégeler, on se rendra compte que le volume d'eau est resté le même. Donc c'est une question de perception et de passage d'un état à un autre. Là encore, le remède va être assez simple si on sent qu'on a une pierre surchargée, en réalité suractivée, il suffit de lui donner un petit peu de vacances. On la met un peu au vert, on la nettoie pour refaire les choses correctement, et puis on la laisse un petit peu de côté, et la surcharge, entre guillemets, va se résoudre d'elle-même. Alors il y a certaines pierres qui ont des prédispositions à ça, hein. Il y a des pierres qui sont sujettes au courant d'air, au courant d'énergie entre guillemets, et ça crée des espèces de disharmonie entre elles. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certaines pierres qui sont dangereuses, ou qui sont maudites, ou qui portent malheur. C'est pas ça, hein. C'est juste qu'elles ont tendance à accrocher un peu n'importe quelle énergie qui passe, et à en faire un maelstrom un petit peu dérangeant, et qui est pas très très confortable pour nous. Mais si on les nettoie régulièrement, et si on les laisse tranquilles suffisamment, on va permettre à tout ça de s'apaiser et d'obtenir une harmonie beaucoup plus confortable. Donc il suffit de laisser tout ça reposer et le problème va se résoudre de lui-même. Voilà en tout cas pour quelques petites idées reçues. Je serais assez curieuse de savoir si vous connaissiez ces idées reçues-là, si vous avez appris quelque chose, et surtout si vous aussi, vous en avez d'autres que vous avez envie de débunker, faites-vous plaisir dans les commentaires, ils sont là pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser comme d'habitude un petit j'aime ou un petit commentaire, voire même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti des notifications. Si vous voulez me soutenir, je vous rappelle que j'ai un Ko-fi sur lequel vous pouvez me laisser un petit pourboire pour soutenir la chaîne activement, et vous pouvez recevoir également le programme Patreon avec un livret d'une centaine de pages tous les mois et 4 vidéos supplémentaires tous les mois pour encore plus de mois tous les mois, parce que vous n'êtes jamais lassé de moi, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bref, d'ici la prochaine fois, la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez un grand soin de vous, et surtout, le plus important, chouchoutez vos pierres, mais surtout, restez magiques. À très vite. Ciao.